Les cérémonies des JO de Paris 2024 ont donné lieu à de nombreuses controverses dans le monde entier sur le spectacle licencieux offert à plus d'1 milliard de téléspectateurs, entraînant des réactions outrées dans de nombreux pays à l'étranger. Outre l'obscénité avérée de nombreux tableaux et des représentations choquantes diffusées à une heure de grande écoute, on a pu entendre parler ici et là de messages subliminaux sataniques qui auraient pu émailler à plusieurs reprises le déroulé de ces cérémonies. Alors, entre démenti et silence, les organisateurs ont nié cette interprétation des choses. J'ai donc décidé d'inviter aujourd'hui, pour y voir un peu plus clair, dans ce monde réel, une spécialiste de ces sujets, adepte de l'enseignement de Rudolf Steiner, Marie-Pascale Rémy, auteure d'ouvrages tels que Saint-Michel, Renaître dans le combat spirituel ou encore L'expérience de l'ange, les mythes du féminin, tome 1, tome 2. Je vais revenir avec elle sur l'inspiration luciférienne de ces cérémonies, la chute des esprits des ténèbres, enseignement majeur de Rudolf Steiner, et sur l'incarnation à notre époque du combat contre les forces du mal, à savoir notre inspirateur et protecteur, Saint Michel, archange, chef des milices célestes, qui préside à notre renaissance spirituelle et à la conversion de nos pensées. Mais oui, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne principale, et nous nous retrouvons tout de suite après cela. Voilà, passage obligé, Géopolitique Profonde, le magazine. Voilà, je change. C'est le 16e, c'est celui de la rentrée. Donc vous avez tout un tas d'auteurs remarquables. Je vous sélectionne pour cette fois-ci, l'article sur la technoscience. Laurent Ozon, la révolution de la bactériothérapie. On parle un peu de nos différents cerveaux, celui qu'on a dans l'intestin, dans le cœur, ou là plus haut. Il ne faut en négliger aucun, bien évidemment. Chers internautes, je me tourne vers mon invité du jour, Marie-Pascale Rémy. Bonjour et bienvenue dans ce format de Géopolitique Profonde sur la chaîne principale, Le Monde Réel. Nous nous connaissions sur Radio Courtoisie dans différents formats. Eh bien, je suis très heureux, Marie-Pascale, de te retrouver sur Géopolitique Profonde. C'est un bonheur partagé. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce contexte-là. Alors, Marie-Pascale, peut-être avant toute chose, pour planter le décor, avant d'aller dans le vif du sujet de ces cérémonies des JO Paris 2024, j'aimerais que tu nous donnes, que nous fasses un résumé un petit peu, non pas de la théosophie, mais de l'anthroposophie, à ne pas confondre, ce sera peut-être la première chose à dire, absolument. Et de Rudolf Steiner, dont tu es une lectrice assidue depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Moi, je suis très inspirée par Rudolf Steiner, qui a été le fondateur de l'anthroposophie. Donc, Rudolf Steiner est né en 1865, il est mort en 1925, donc pas très âgé. 60 ans. Et donc, il s'est séparé, en fait, au tout début, il a commencé ses premiers adeptes étaient des théosophes, et il s'est rapidement séparé de la théosophie, avec Blavatsky et toute la clique, puisqu'en fait, il n'était pas du tout d'accord sur le Christ, sur l'incarnation du Christ, puisque le Christ a dit qu'il allait revenir. Et donc, les théosophes étaient plutôt penchés sur le fait qu'il allait revenir physiquement. Et Rudolf Steiner disait que non, il ne reviendrait pas physiquement, mais au niveau éthérique, au niveau des forces de vie. Qui semble, dans le cadre du bon sens, un peu plus logique. On ne voit pas pourquoi il reviendra une seconde fois. Exactement. Ça voudrait dire qu'il est mort sur la croix pour rien. Et que ça ne servait à rien. Donc, c'était pas tout à fait ça. Donc, ils se sont séparés. Rudolf Steiner a fait 6000 conférences de son vivant, ce qui est énorme. Et donc, la plupart ont été transcrites. Donc, c'était en allemand, évidemment, puisqu'il était autrichien. Et donc, ça a été traduit rapidement en anglais et en français. Je crois que maintenant, on a presque fini de tout traduire. Mais les Français sont assez frileux avec les notions anthroposophiques, mais avec la spiritualité en général. Oui. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu retardataire. Et même, je dirais que même les anthroposophes français, je trouve qu'ils sont un peu frileux. Alors, dans quel sens ? Frileux dans le sens qu'ils n'osent pas faire vraiment des recherches ou aller un petit peu plus en avant, dépasser
les paroles de Steiner et aller plus loin, puisqu'en fait, on a quand même, c'est quand même passé du temps, depuis 1925, donc ça va faire plus de 100 ans maintenant. Le fait qu'on soit la fille aînée de l'Église, le fait que le catholicisme a toujours regardé parfois avec un regard un peu suspicieux la spiritualité, le spiritualisme, qui évidemment nous déplace un peu par rapport au dogme. C'est peut-être ça aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi autre chose, c'est que nous avons une forme de pensée, je reviendrai là-dessus plus tard, nous avons une forme de pensée qui est très abstraite, qui est très, et qui est très politicienne, très abstraite, et qui se veut très rationnelle. Oui. Qui est très rationnelle. Voilà. Alors que les Anglais, par exemple, la langue anglaise est beaucoup plus hardie par rapport à ce genre de recherche. Ils ont beaucoup moins de complexes. Parce qu'on voit très bien, par exemple, l'anthroposophie, elle a été poursuivie en France comme secte. Bon, ils ont gagné, évidemment, parce que c'est pas une secte. Mais en Allemagne, ils sont reconnus comme étant quelque chose pour le bien public. Parce que l'anthroposophie, il y en a un peu dans tous les domaines. Exactement. Hein. Il y en a, c'est très vaste comme domaine. Donc l'anthroposophie touche à tous les domaines. Elle touche aussi bien à l'éducation, avec les écoles Waldorf, à la médecine, à l'agriculture biodynamique, puisque les produits Déméter, les produits Oshka... Donc le vin, entre autres, Déméter, hein, quand tu as écrit Déméter sur... Les produits Oshka, Déméter et tout viennent de l'anthroposophie, enfin de la pensée anthroposophique. Hein. Et donc il y a aussi tout le domaine spirituel pur, c'est-à-dire aussi bien les histoires de karma, les histoires de réincarnation, la vie après la mort... l'accompagnement des défunts, les hiérarchies spirituelles. Est-ce que c'est pas des points aveugles, la réincarnation par rapport justement au catholicisme ou aussi la vie après la mort, des choses sur lesquelles il ne faut pas regarder. Est-ce que finalement c'est venu, ce genre, que ce soit de certaines formes d'occultisme aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, et Steiner, pour venir compléter? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand l'Église est apparue, a commencé, ils ont mis des dogmes, des choses sur lesquelles il fallait croire, parce que peut-être que les êtres humains à l'époque, puisque quand même notre pensée a évolué, on n'a pas du tout la même pensée que du temps du début de l'Église. Hein. Quand même, nous avons évolué, on n'a pas l'air, mais on évolue quand même. Et donc, on n'a pas du tout la même conception des choses. La pensée se devient plus large, plus vaste. Et donc, les dogmes sont un peu serrés. Alors, à l'époque, on n'avait pas le choix, parce que l'homme n'était pas suffisamment, au niveau de sa pensée, suffisamment ouvert pour pouvoir comprendre au-delà des dogmes. Donc, on lui fallait croire. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça, on peut pas croire pour croire. On a besoin de comprendre. Donc c'est pour ça que je trouve que... La foi du charbonnier, le fidéisme qui est une hérésie. C'est ça, c'est ça. La foi du charbonnier, c'est pas tout à fait ça. C'est important d'étudier, de comprendre par soi-même et de ne pas avoir... Et surtout d'avoir Donc il y a une approche de type gnose, finalement. Oui. Pas gnostique, mais gnose au sens où on peut, par l'intellect, toucher à la Absolument. Bon, ça demande quand même de transformer sa pensée, parce que... Alors voilà. La pensée que nous avons aujourd'hui est une pensée extrêmement... Bon, Rudolf Steiner, selon le terme de Rudolf Steiner, il appelle ça une pensée morte. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est parfaitement adaptée au monde matériel, c'est-à-dire c'est une pensée qui observe les choses et qui les retraduit strictement comme c'est. Par exemple, à la table, elle est comme ça, elle est blanche, et voilà. Et je ne peux pas mettre de sentiment ou d'appréciation personnelle là-dessus, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une observation objective. Voilà. Donc, on a développé cette pensée-là, qui est une pensée morte, qui repose complètement sur les sens. C'est par rapport à ce que je vois, je décris ce que je vois et je n'en sors pas. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça nous a permis de découvrir le monde et de faire beaucoup de progrès au niveau technologique. Bien sûr. Sauf que la pensée, elle est beaucoup plus vaste que ça en réalité. On peut effectivement, pour le monde matériel, c'est très adapté, mais il y a une autre case, on peut dire, qu'on peut appeler... l'intuition ou une autre dimension de la pensée qu'il faut développer, et dont Rudolf Steiner a écrit a beaucoup parlé de cette pensée qu'il appelle la pensée vivante, donc qui est une pensée qui est en mouvement, qui n'a rien à voir avec la pensée qu'on utilise tous les jours. Donc c'est des concepts qui sont assez difficiles à comprendre,
Mais en fait, quand on lit avec application ce qu'a expliqué Steiner, on comprend qu'effectivement, on a besoin de transformer notre pensée. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, c'est ce qu'on appelle... Il y a des différents termes pour expliquer cette pensée qu'il faut transformer, qui doit devenir vivante, qui doit bouger. Et en fait... Ça, c'est essentiel, parce que combien sont-ils qui veulent essayer d'appréhender ces réalités inobjectives qui ne sont pas au premier regard, mais qui vont conserver, pour appréhender cette spiritualité, finalement une pensée morte. C'est un piège redoutable. On peut pas. De toute façon, la spiritualité de Rudolf Steiner, telle qu'elle est expliquée, on ne peut pas la comprendre si on reste avec sa pensée morte. Ouais. On est obligé de faire un effort de méditation, de transformation de sa pensée, pour pouvoir accéder à ces connaissances. Et c'est difficile, parce que déjà, ça a été écrit en allemand, donc on lit une traduction. Et en plus, Steiner, justement, pour obliger les gens à développer cette pensée vivante, quand il explique quelque chose, il le fait par un mouvement. Et il va très loin, il revient. C'est une pensée, c'est très difficile de le suivre, en fait. Oui, oui. C'est très difficile de le suivre. Et donc, si on s'accroche, si on continue à s'accrocher, à essayer de comprendre, eh bien, la pensée, elle finit par bouger. Mais ça demande beaucoup de force et de détermination, parce que c'est pas évident à faire, quoi. Mais effectivement, quand la pensée devient vivante, c'est plus du tout pareil. Parce que, par exemple, quand vous avez une pensée morte, c'est 1 + 1 = 2. Oui. Il y a un début, un milieu, une fin. Quand vous avez une pensée vivante, c'est pas du tout pareil. C'est comme une pensée végétale. C'est-à-dire que c'est une pensée qui pousse. Vous avez une pensée et il y a plein d'arborescence. Il y a plein d'arborescence et vous avez tout de suite quelque chose d'holistique qui apparaît, quelque chose de vaste et qui bouge en plus. Rudolf Steiner explique même une chose qui était très intéressante, c'est qu'il dit que, par exemple, vous mettez la main dans un placard et dans le placard, il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème, vous touchez une tasse ou un truc. Mais vous mettez la main dans le placard et il y a une souris qui bouge et vous sursautez. Parce qu'il y a de la vie et vous y attendez pas. Et ben, la pensée vivante, la première fois qu'on l'a, on sursaute. On sursaute. Parce que ça bouge, elle bouge vraiment, la pensée. Elle bouge. Et c'est à partir d'une pensée ou d'un symbole, il y a quelque chose qui sort. Et il y a plein d'affaires qui apparaissent et c'est pas du tout... Donc le danger, c'est finalement d'avoir une pensée statique face à un monde qui est mouvant. Exactement, parce que c'est la pensée éthérique. L'éthérique, c'est les forces de vie, ce que j'appelle l'éthérique, c'est ce que Steiner explique. Ce sont les forces de vie, donc c'est la pensée vivante. Et donc on passe d'une pensée qui est issue du corps physique, qui est un corps mort, puisqu'en fait il est pas mort, mais ce qui lui donne la vie, c'est l'éthérique justement. C'est parce qu'on a un corps éthérique, ce qui fait que le corps physique est vivant. Donc, on passe d'une pensée morte, qui est issue de nos organes, à une pensée vivante qui est issue du corps éthérique. Donc, ça n'a strictement rien à voir, ce sont deux choses très différentes. Et c'est pas parce qu'on développe la pensée vivante qu'on perd la pensée morte. Je veux dire qu'on reste adapté. Ce que je veux dire, c'est qu'on reste adapté au monde physique. On commence pas à partir dans des délires lucifériens. On est parfaitement ancré, il n'y a pas de problème. Et quand on veut passer dans la pensée vivante, il faut chaque fois faire l'effort, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel encore. Oui. Ça viendra, mais ça demande chaque fois un effort. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.